Yo les acheteurs! On se retrouve pour ce nouveau compte rendu d'achat. Le dernier vous avait beaucoup plu, merci à vous d'ailleurs pour vos retours. Le principe c'est de vous présenter nos achats geeks qu'on a fait dans le mois en dehors des vides-greniers du coup. Et j'espère que cet épisode vous plaira tout autant. Et je commence par un jeu que je suis obligée de vous présenter parce que je suis trop contente de l'avoir. C'est Rise of the Tomb Raider, offert par Sarad. Merci Sarad. Moi je vous dis quand même le prix, c'était 20 €. C'était vraiment pas cher. Et oui, on est sur la suite du reboot Tomb Raider que j'ai fait et refait sur PS3. Je l'ai refait d'ailleurs il y a pas longtemps tellement j'ai adoré ce reboot. Comme j'en ai déjà parlé, pour moi c'est une grosse réussite étant très fan des Tomb Raider de base. Donc je suis forcément contente de rentrer celui-ci. J'avais vraiment hâte de le faire sachant que le prochain sort là, donc il fallait absolument que je le fasse, bordel. Je vais malheureusement pas vous parler de l'histoire parce que Sarah est à côté de moi et compte le faire aussi, donc faut pas que je le spoil. Et de toute façon je suis même pas à la moitié du jeu encore, hein, sachant que je joue depuis on va dire un mois, mais pas tous les soirs non plus. Bref, il est assez long, il y a quand même pas mal de choses à faire dedans, c'est cool. Graphiquement il est juste incroyable, par contre comparé au premier c'est une claque monstrueuse. Bon, en même temps on est sur Xbox One et l'autre c'était sur PS3, donc c'est normal aussi que ça soit un peu plus beau. Pareil pour les animations, ce qui m'a le plus frappé dans celui-ci ce sont les cheveux de Lara, et je sais que ça fait un peu débat mais moi je les trouve juste incroyable, contrairement aux anciens Tomb Raider où elle avait des cheveux en plastique qui bougeaient pas trop en fait. La difficulté quant à elle, elle est sensiblement la même que le premier, c'est-à-dire que le mode normal est hyper facile en fait. Là je l'ai commencé en mode normal, je compte augmenter la difficulté ou alors attendre de le finir et le refaire en mode difficile parce qu'effectivement c'est hyper simple. Parce que pour les munitions par exemple il y a toujours les caisses à looter et tout ça, mais on peut aussi fabriquer ses munitions quand on en a plus en se servant des choses que Lara trouve dans la nature en fait. Donc c'est un côté crafting qu'ils ont rajouté qui est juste une superbe idée, sauf que du coup en mode normal du coup tu trouves très facilement les trucs dans la nature et du coup t'as même pas besoin de crafter parce que du coup tu tombes sur des caisses tout le temps, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Autre nouveauté super cool, Lara est maintenant polyglotte, donc elle doit apprendre des langues pour déchiffrer en fait des monuments etc. Et ça rajoute vraiment quelque chose au côté archéologique du personnage, parce que pour vous le rappeler, hein, Lara Croft est une archéologue à la base. C'est ce que je reprochais d'ailleurs au premier opus, c'était trop dirigé vers l'action-aventure et ça mettait complètement de côté le côté archéologique, malgré les tombeaux facultatifs qu'il y avait à faire. Là pour le coup ils reviennent aux sources entre guillemets, il y a des cinématiques juste super cool pour ça, mais je peux pas en dire plus du coup. Sinon le reste du gameplay c'est sensiblement le même que le premier. Par contre, dernier truc super cool qu'ils ont mis en place, il y a différentes tenues pour Lara Croft et ça c'est juste parfait. J'ai le plaisir de pouvoir changer la tenue de Lara. Donc du coup ce sont des tenues qu'on débloque ou qu'on a de base en fait. Donc déjà de base t'as des tenues donc c'est cool. Donc soit on les gagne avec des missions, soit on peut les crafter avec beaucoup de matériaux, soit on peut les acheter aussi. Parce que aussi je vous ai pas dit mais il y a un shop maintenant où tu peux acheter des armes et tout, c'est genre c'est juste ouf. Enfin bref, ils ont vraiment ajouté beaucoup de choses niveau craft et niveau RP. Donc c'est vraiment super cool. Ce jeu pour l'instant je ne suis vraiment pas déçue, il est juste parfait, enfin pas parfait complètement parce qu'il y a quand même quelques bugs hein, on peut le dire, mais en même temps je le fais sur console donc j'ai rien à dire. Du coup j'ai vraiment hâte pour Shadow of the Tomb Raider parce que là ils ont fait vraiment une avancée dingue par rapport au premier, donc j'espère que le prochain sera parfait, encore plus parfait. On va rester sur de la One, mais moi je vais vous présenter un lot de 3 jeux achetés à Micromania avec la fameuse offre 1 jeu offert, 2 jeux achetés. Bon, on choisit pas les jeux offerts, hein, c'est ceux qui portent la marque jeu offert, mais vous allez le voir, le jeu offert, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps, donc c'est parfait. On commence par Overcooked Gourmet Edition. Je suis extrêmement content de rentrer cet opus sur Xbox One. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil, en fait depuis que le 2 est sorti. C'est grâce au 2 que j'ai découvert le premier. Je connaissais pas du tout, j'ai vu des gameplays sur internet, j'ai dit mais c'est juste trop bien. C'est un peu dans le même délire que Cook Serve Delicious, un des jeux que j'affectionne énormément. Un dinner dash en fait où il faut préparer le plus vite possible des plats, tout simplement. Et ce qui est vraiment cool dans le Overcooked, c'est le côté coopération. Et moi, je voulais y jouer à 2 avec Sansan, forcément. On assiste au début du jeu à la destruction du royaume Oignon par une espèce de gros monstre boulette de viande géante. C'est super drôle. Et donc, du coup, il y a un des oignons qui vient nous parler, voilà, et qui nous dit, hey, les gars, il faut absolument que vous tuez cette énorme bête en le nourrissant un maximum. Ok. Donc, on prépare des plats avec Sansan en coop. C'est cool. En plus, l'histoire de base est en coop. Et du coup, on n'arrive pas à nourrir assez vite la bête. Et du coup, l'oignon nous dit, je vais vous envoyer dans le temps. Vous allez apprendre la cuisine. C'est juste trop drôle. Donc on remonte dans le passé et là on doit faire différentes épreuves justement. Donc tout l'intérêt d'un dinner dash, je sais pas si vous le savez, mais c'est de préparer des plats mais en ayant différents ingrédients. Donc faut d'abord préparer les ingrédients, aller les choisir, ensuite les préparer comme les tailler ou attendrir la viande, tout ça, la cuire et ensuite la servir. Donc il y a toute une procédure à respecter. Quand on joue à 2, du coup faut bien s'organiser, il faut quelqu'un qui taille les légumes pendant que l'autre vite prépare la viande et tout. Ça donne lieu à des disputes forcément, c'est juste trop cool, c'est le genre de jeu que j'adore justement, tout le monde s'engueule, c'est le gros bordel. En plus on peut jouer à 4, c'est juste ouf, je sais pas du tout comment ça peut être à 4
4, ça va être juste incroyable. Et en plus, pour rajouter du piment, forcément, hein, vous avez vu, champ lexical de la bouffe, ça fait plaisir, eh bien le terrain parfois est accidenté. Alors ça peut aller de la simple cuisine mal organisée, comme ça peut arriver avec un gros plan de travail au milieu qui coupe la cuisine en deux, mais parfois il faut carrément cuisiner sur des bateaux. Alors là, il y a carrément le plan de travail qui bouge tout le temps, dans des maisons hantées, dans des camions qui sont en mouvement, bref, le gros bordel, et c'est ça qui est cool, c'est que les niveaux sont hyper difficiles pour certains. Alors le seul problème qu'on voit avec Sanson, c'est que peut-être que le jeu est court, on ne sait pas trop, mais ça a pas l'air d'être hyper long au niveau des niveaux. Par contre, il y a un objectif de score, comme dans la plupart des Dinner Dash, et du coup, nous, notre objectif, c'est de faire 3 étoiles dans chaque niveau. Un petit peu comme dans tous les jeux qu'on fait d'ailleurs avec Sanson, on aime bien faire le score maximum, ça rajoute beaucoup de durée de vie au jeu. Quand on aime la cuisine, je trouve ça cool parce que les plats proposés sont vraiment sympas. En plus, ils sont assez réalistes dans la préparation. Le design des personnages est trop mignon. On les débloque justement au fur et à mesure et en débloquant les 3 étoiles. Et ça va de la petite cuisinière rouquine au vieux grincheux avec de la barbe, en passant par des chats, des ratons laveurs, des dinosaures comme on voit là. C'est juste trop cool, c'est juste trop marrant. Ça va mettre customiser son personnage et de se marrer encore plus. Du coup, vous l'avez compris, on est hyper content de rentrer ce jeu. On est hyper content tous les deux, Sanson et moi, parce qu'on pense que c'est vraiment un jeu multi. Je vous conseille vraiment de le faire à plusieurs. Hein. Tout seul, je pense que ça perd vraiment de sa saveur. J'en ai si calme à vous. Il est complet, forcément. Il était annoncé à 19 €, ce qui est déjà un très bon prix, je trouve, pour cet opus, qui est très réputé, pas forcément très connu, et c'est un très bon jeu pour autant. Le deuxième jeu de ce lot n'est autre que Mad Max tout court sur Xbox One. Ça me fait aussi bien plaisir de rentrer cet opus sur Xbox One. Ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil également. C'est un peu dû, je pense, à la sortie du film Mad Max Fury Road, hein, qui m'avait énormément plu. Donc j'avais dit, ah là là, ce jeu me tente trop. Il est sorti à peu près la même période, je crois. D'ailleurs, ce jeu s'inspire clairement du film au niveau de son esthétique. Hein. On retrouve l'ambiance et le chara-design du film de George Miller, en passant par les majestueuses tempêtes de sable, hein, qu'on retrouve dans cet opus, qui sont hyper bien faites. Alors ce jeu est tout simplement un TPS à monde ouvert, hein, comme tous les jeux d'enseignement, ils sont tous à monde ouvert. Alors le gameplay est beaucoup inspiré de Far Cry dans un sens, avec des camps à reprendre, tout ça, le même délire, et des jeux Batman Arkham un petit peu dans le système de combat, parce qu'on peut parer, faire des coups hauts, des coups bas, tout ça. En tout cas, c'est cool les TPS comme ça, un monde ouvert avec des trucs à reprendre et tout, ça nous oblige à faire pas mal d'exploration. En plus, le TPS étant un mode de jeu grand angle, ça te permet de vachement bien voir les décors, ce qui est cool parce que le jeu a l'air hyper beau et hyper travaillé esthétiquement, c'est juste ouf. Ce qui est hyper important et qui le rapproche encore d'un Far Cry, c'est le côté course, parce que oui, on passe beaucoup de temps en voiture, c'est un petit peu normal dans un monde ouvert en même temps, parce que sinon tu te fais vite chier. Il s'agira donc de parcourir la map à bord de la Magnum Opus, c'est le nom de notre voiture qu'il faudra customiser comme dans le film encore une fois, mais bon, comme dans tous les Mad Max. Faut savoir pour la petite anecdote que c'est seulement le deuxième jeu inspiré de l'univers Mad Max. Le premier étant sorti sur NES en 1990, c'est juste ouf qu'il n'y ait pas eu plus de jeux Mad Max. Je sais pas du tout si c'est un problème de licence ou pas. Et donc vous l'avez vu, il était annoncé à 18 €, ce qui est pareil, un très bon prix je trouve pour un jeu qui commence un petit peu à dater, mais qui le jour de sa sortie était déjà hyper réputé, peut-être un peu répétitif, mais en même temps c'est cool. C'est un jeu où il faut être vraiment difficile pour pas l'apprécier, je pense. C'est comme Far Cry, tu kiffes si tu l'as pour pas cher. Et du coup le troisième jeu de solo qui est du coup le jeu offert n'est autre que Deus Ex Mankind Divide Edition Day One. Alors faut savoir que Deus Ex, que ce soit les jeux originaux ou bien le reboot justement, est une de mes licences préférées. Donc c'est assez dingue que je n'ai pas encore le deuxième opus dans ma collection. Eh bien non, j'attendais qu'il baisse de prix. Et puis on en a reparlé il y a pas si longtemps que ça avec Géjor, parce qu'on adore parler de transhumanisme et tout ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que Géjor et moi on a un délire là-dessus. Je pense que dès que ce sera disponible, que ce soit moi ou Géjor, vous nous verrez dans la vidéo, on aura un œil bionique ou un truc comme ça. Hein. Et donc Géjor forcément m'a dit tout de suite, mais tu n'as pas encore fait le Mankind Divide, il faut absolument que tu le fasses, il est trop cool. Alors effectivement, il est très réputé et très cool ce Mankind Divide, à part qu'il a un gros défaut, c'est que dans le premier opus, tu avais plusieurs fins possibles. D'ailleurs, tu t'amusais si tu étais fan du jeu à refaire plusieurs fois le jeu pour faire les différentes fins, ce que j'ai fait. Et du coup, il y en avait forcément une que tu préférais. Et dans le 2, et bah du coup, ils ne prennent pas compte de ces fins. Et du coup, ils te font une suite, parce que c'est clairement une suite de l'histoire, où ils ont fait une espèce de fin hybride. Et bah je suis pas forcément d'accord avec ça. Ça me fait un peu chier. Alors apparemment, quand tu fais le jeu et que t'as fait le premier, du coup au début, t'es un peu déçu, mais au bout d'une ou 2 heures de jeu, bah c'est bon. Ils arrivent à faire rebondir le scénario, donc ça passe. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils nous fassent un truc à la Mass Effect, quoi. Que tu mettes la sauvegarde du 1 et que du coup, ça te change ton 2. Ça aurait été vraiment cool. Genre que si tu tues Adam Jensen dans le premier, parce que tu peux te sacrifier, et bah du coup, tu n'as plus Adam Jensen dans le 2, mais un autre personnage. Ce serait hyper stylé. Ou alors qu'ils nous fassent un scénario, voilà, on l'a cloné, machin, je sais pas, mais il y avait moyen, quoi. Donc les mecs, merde, quoi, c'est dommage. Alors normalement, faut savoir que les Deus Ex, je les fais sur PC. Les premiers, je les ai fait sur PC. Le reboot, je l'ai fait aussi sur PC, mais j'ai tendance à jouer à la manette, parce qu'on est sur des TPS. Qu'en plus, alors on est sur un mélange jeu d'action, jeu d'infiltration. Vous choisissez, un peu comme dans les derniers Splinter Cell, hein. Et du coup, forcément, si t'es un vrai, tu joues infiltration. C'est le plus dur, c'est ce qui récompense le mieux derrière aussi. Et donc du coup, qui dit phase d'infiltration, dit beaucoup de temps d'attente, à être planqué derrière des trucs et tout. Et j'avoue que la manette, pour le coup, est mieux pour ça. De toute façon, t'as pas besoin de viser avec un joystick parce que tu ne tues personne, voilà. Donc autant le faire sur le canapé, sur console, ça revient au même, et ce sera même peut-être plus cool sur un grand écran. Et d'ailleurs, le truc cool dans ce deuxième opus, c'est que tu peux faire tout le jeu en stealth, justement, en mode furtif. Dans le premier, pour rappel, tu ne pouvais pas le faire à cause des boss. Bon, ils avaient fait une mise à jour, justement, dans la Director's Cut qui te permettait de, justement, passer les boss sans les tuer. Mais là, dans le 2, ils ont appris de leurs erreurs, et directement, tu peux faire tout sans déclencher aucune alarme, sans tuer personne. C'est ça que j'adore dans les Deus Ex. Donc je vous ai dit que du coup, la fin du premier n'agissait pas. Par contre, l'histoire du 2, en elle-même, l'histoire originale est cool. On est plus sur des terroristes comme dans le premier qui se battent contre des transhumanistes, mais là, il y a carrément des transhumanistes terroristes parce que du coup, le transhumanisme est un peu proscrit. Je trouve ça sympa. Du coup, Adam Jensen, le héros,
est hyper augmenté. Alors qu'est-ce qui va se passer pour lui? Moi je ne sais pas, je me suis pas spoilé. Est-ce qu'il va devenir terroriste? Je pense qu'on va pouvoir choisir, parce que c'est un jeu à choix. Ça va être cool justement de vivre ce scénario, dont je vais faire les différentes fins, les différents choix, comme d'habitude. Donc ce jeu va être très long pour moi. Déjà que les Deus Ex sont juste hyper travaillés au niveau justement de l'écriture. Donc du coup tu passes beaucoup de temps à regarder des cinématiques très cool, ça c'est le côté Square Enix. Mais le gameplay, ne vous inquiétez pas, n'est pas en reste, hein, il est juste hyper bien fait, hyper équilibré. Mais pour moi un Deus Ex ça se vit surtout dans la narration. Bah du coup j'ai hâte de voir cette histoire qui va, je pense, me passionner, hein, comme dans les précédents opus. Moi aussi je vais vous présenter un lot acheté à un abonné / collègue. Coucou à toi d'ailleurs si tu passes par là, je pense, hein, j'espère. Qui du coup en découvrant la chaîne nous a proposé de nous vendre quelques jeux de PS3 qu'il avait dans sa collection parce que monsieur est passé à la PS4. D'ailleurs ça tombe bien parce que nous on n'a pas beaucoup de jeux PS3 et on n'a pas la PS4. Donc il y a 6 jeux dans ce lot et vous allez voir il n'y a que des licences super cultes. On commence par 3 jeux de la licence Assassin's Creed. Je vais vous présenter du coup les 3 en même temps hein, parce qu'on va pas passer 3 heures sur chaque jeu sinon la vidéo va durer une éternité. Gros coucou à toi Dinkle qui est très fan de cette licence, hein, on le sait. On vous invite à aller checker son Instagram, il est presque aux 1000 followers donc allez le soutenir, allez vous abonner parce qu'il fait des photos super cool en plus, elles sont vraiment très belles ces photos. Et en plus bah il est fan d'Assassin's Creed donc c'est cool si vous êtes fan d'Assassin's Creed du coup. On commence par Brotherhood, c'est celui que j'ai fait en dernier je crois en date, que j'avais aussi sur PS3 d'ailleurs mais c'était à mon papa, donc coucou papa aussi. On fait beaucoup de coucou dans cette vidéo. Celui-ci est sorti entre le 2 et Révélation, alors je vous le dis tout de suite, moi la chronologie d'Assassin's Creed bah je suis pas du tout parce que je comprends rien, je ne les ai pas tous faits du tout donc du coup je galère à mort. Quand j'ai fait les résumés de ces jeux j'étais là, oh mon dieu j'arrive pas. Donc si je fais des erreurs pardonnez-moi d'avance. Et donc on incarne dans celui-ci Ezio Auditore encore une fois parce que je sais qu'on l'incarne aussi dans celui d'avant. Pour le pitch du jeu en gros on incarne normalement Desmond qui est du coup dans les temps modernes, qui grâce à l'animus voyage dans le temps dans la peau de ses ancêtres. Donc là c'est Ezio Auditore qui est un assassin du coup. Les scénarios d'Assassin's Creed sont assez bien écrits, c'est assez le bordel donc je vais pas tout détailler encore une fois. Là c'est une question de pommes d'Éden à retrouver etc. Enfin bref. Il y a surtout beaucoup de références historiques, c'est ce qui est très cool dans cette licence d'ailleurs. J'aimais beaucoup d'ailleurs l'intrigue autour de Desmond justement, sauf que spoiler alerte attention, il décède dans le 3. Donc moi quand j'ai vu ça j'étais là mais non j'ai pas envie qu'il décède, moi j'aimais bien le principe, moi je pensais justement qu'on allait faire ses ancêtres au fur et à mesure jusqu'à arriver à lui en fait. Et non, il nous le tue dans le 3 donc moi j'étais là bah non j'ai plus envie de les faire l'Assassin's Creed. Enfin bref, celui-ci je l'avais adoré, il était très cool. Comme je vous ai dit là j'ai déjà fait beaucoup trop long donc on passe direct à Assassin's Creed Rogue, qui est sorti beaucoup plus tard, donc adieu Ezio, Desmond et compagnie. Ici on incarne le personnage de Shay Cormac, oui c'est son prénom, Shay, qui est cette fois-ci un Templier. Pour rappel, les Templiers ce sont normalement les ennemis des assassins, donc là du coup le rôle est inversé. D'ailleurs c'est un assassin devenu Templier, genre what the fuck les amis, pourquoi il fait ça? Alors que les assassins on se dit ils sont trop cool, mais en fait les Templiers c'est cool aussi. Moi j'aimais bien les Templiers dans les Chevaliers de Baphomet, mais bon ce n'est pas là du tout la question. Chronologiquement parlant on est ici entre Assassin's Creed 3 et le 4 Black Flag, qui m'a définitivement dégoûté des Assassin's Creed parce que le côté bataille navale, et bah j'ai pas du tout adhéré, je l'ai à peine testé, j'étais là non c'est nul, j'aime pas. D'ailleurs on retrouve ces fameuses batailles navales dans celui-ci aussi, donc du coup bah j'ai pas trop envie de le faire pour le coup. Du coup comme il m'attire pas trop celui-ci, bah je passe au dernier qui est en fait une compilation qui s'appelle du coup Assassin's Creed Un Nouveau Monde, la saga américaine. Et oui comme son nom l'indique, ce sont 3 jeux qui se passent en Amérique. Parce que oui je voulais pas préciser mais l'Assassin's Creed en fait normalement ça se déroule à des époques et des lieux différents en fait dans le monde, donc c'est ça qui est cool, ce qui les renouvelle normalement un petit peu, sauf niveau gameplay. Là on retrouve du coup le Assassin's Creed 3, le fameux qu'on a cité plusieurs fois, le Assassin's Creed 4 Black Flag et le Assassin's Creed Libération, qui est en fait une histoire qui se déroule en parallèle du 3, donc c'est un 3.5. Parce que oui, il y a 21 jeux en tout Assassin's Creed, j'ai compté, et ça fait beaucoup les gars, ça fait vraiment trop. Je ne sais pas si Dinkel les a tous faits, mais en tout cas bravo à toi, parce que moi j'aurais pas la patience. Bon, je vais pas vous détailler les 3 jeux, hein, c'est l'Assassin's Creed, on a compris. Ça reste une licence super culte, du coup on est très content de les rentrer, parce que oui, on n'avait aucun Assassin's Creed sur console. Ça on en a quelques-uns en démat sur Steam, hein, quand même, il en a fait quelques-uns aussi. Mais là, les rentrer en boîte en parfait état et tous complets en plus, et bah ça fait plaisir forcément, et ça donne envie du coup de trouver le 1 et le 2, et voire même de trouver le Origins pour pas très cher, parce que l'Origins, lui par contre, il a l'air super bien par rapport à cela. Donc moi j'ai hâte de le faire, mais du coup on attendra de le trouver pour pas trop cher. On change complètement d'univers avec Mafia 2. On nous a offert le premier d'ailleurs sur Xbox première du nom il y a pas longtemps, donc ça fait plaisir du coup de rentrer la suite sur PS3. C'est
C'est un GTA-like dans lequel 3 familles se disputent la ville d'Empire City, qui est une ville équivalente à New York City, en gros. Ça se passe dans les années 40 et on incarne, nous, un Sicilien nommé Vito, qui fait hommage forcément au parrain avec Vito Don Corleone. Alors GTA-like, oui et non, parce que le jeu reste quand même très linéaire, parce que oui, entre 2 missions, il n'y a pas grand-chose à faire dans la ville, à part des bars, des restaurants et des boutiques de luxe où on peut se fringuer. Il n'y a pas en fait de métier à faire comme on retrouve dans les GTA. Le seul truc un peu RP, c'est qu'on doit gérer l'essence avec les sous qu'on gagne en fait. Donc c'est plutôt pas mal, ça rajoute un petit côté réaliste que j'avais jamais vu dans un jeu personnellement. Le gros point fort de cet opus, c'est son scénario, qui est apparemment très prenant et digne d'un film de mafia comme je les aime. Donc rien que pour ça, j'ai vraiment trop hâte de le tester. La durée de vie par contre n'est pas très longue apparemment, mais ça perso ça me va, j'aime pas les jeux super longs. Et comme les Assassin's Creed, il est lui aussi complet et en très bon état, donc ça fait plaisir. Et je termine solo par 2 jeux dans la même lignée, GTA 4 et Episodes from Liberty City, qui n'est autre qu'une compilation des contenus téléchargeables du 4, qui regroupe donc les 2 extensions The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony. GTA 4 est le GTA préféré de Saran, il se devait donc de le rentrer dans la collection, même s'il l'a bien sûr sur PC, forcément, et il fait suite à San Andreas qui est mon GTA préféré que j'avais sur PS2 à l'époque. Ça se passe également dans une ville équivalente à New York City qui se nomme Liberty City, c'était également le cas dans GTA 3, et c'est sorti à la même époque justement que Mafia 2, même si GTA c'est mieux. On incarne ici Nico Bellic, originaire d'Europe de l'Est, et c'est justement le gros point fort des GTA, c'est la question de l'immigration et la critique du rêve américain entre autres. La grosse différence dans cet opus, c'est que la discrétion est de mise, contrairement à San Andreas. On peut effectivement vivre son aventure comme un citoyen lambda parmi tant d'autres. Quant aux missions, elles sont très variées, du coup on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Bref, tout ça pour dire qu'on rentre dans la collection l'un des meilleurs GTA, parce que oui, le 5 est tout aussi bon apparemment, mais je ne l'ai toujours pas fait, et j'ai jamais fait celui-là non plus. Et du coup, en faisant le résumé, ça m'a donné extrêmement envie, il a l'air tellement bien. Et en plus, c'est le premier volet à être en HD, du coup c'est la classe. Du coup, le deuxième, comme je vous ai dit, ce sont juste les DLC du GTA 4. Mais ce qui est cool par contre, c'est qu'on n'a pas besoin de GTA 4 pour y jouer, on peut y jouer à part, donc ça c'est cool. Et bien évidemment, ces deux-là aussi sont complets. Et donc ce lot de 6 jeux hyper cultes, nous l'avons payé seulement 18 €, ce qui fait 3 € le jeu de PS3. C'est logique, on le dit toujours, un jeu de PS3 c'est 3 €. Et du coup c'est cool de vous présenter dans une vidéo achat des prix vide-grenier pour une fois, parce que oui, ce sont clairement des prix vide-grenier, 3 € le jeu, c'est juste parfait. Et je termine par un gros coup de cœur. Project Zero Maiden of Blackwater Limited Edition sur Wii U. Alors je vais quand même vous dire son nom français, c'est un peu plus cool, Project Zero 5, la prêtresse des eaux noires, parce que oui, c'est le 5e opus Project Zero. En plus, faut savoir qu'on avait le premier sur Xbox, première du nom, Je sais pas si vous l'aviez vu, mais on vous l'avait présenté en VG, et on était toujours super content d'avoir fait cette trouvaille. Ce jeu est juste hyper réputé, et puis pas facile à trouver. Et son édition Wii U non plus d'ailleurs, parce que là, on est tombé sur la version collector dans un magasin cash, c'est juste ouf, en parfait état. Je suis juste trop content de le rentrer dans la collection Wii U pour mon full set, c'est juste ouf. Surtout qu'on est sur une exclue Wii U. Et oui, ils ont sorti cet opus exclusivement sur cette console, je pense, grâce à un élément de gameplay dont on va parler juste après. Pour rappel, les Project Zero sont des survival horror qui mettent en scène des jeunes japonais, il y en a plusieurs, on incarne plusieurs personnages, qui sont tous dotés d'un 6e sens qui leur permet de voir les fantômes. En gros, je résume très schématiquement. Ils se retrouvent toujours, comme c'est un survival horror, dans des endroits sombres et abandonnés, et ils doivent combattre des fantômes. Et l'arme principale qu'ils vont avoir, ce sont des appareils photo, ou la caméra obscura comme elle s'appelle dans le jeu. Et là, la Wii U prend tout son sens, puisque la caméra obscura, c'est le gamepad. C'est ça dont je vous parlais, l'élément de gameplay qui fait que c'est juste le titre à voir sur Wii U. Du coup, tu te déplaces comme ça, du coup, sur la map, et tu te sers de ton gamepad pour viser, comme si c'était la caméra obscura, ton appareil photo. Et du coup, le but, ça va être de prendre en photo des esprits, le plus grand nombre possible, pour réussir à exorciser les fantômes derrière. En gros, on n'est pas sur un jeu d'action pur et dur, parce qu'on est sur un jeu où on prend des photos. Donc ça va être un jeu très contemplatif, très lent, basé sur son ambiance, justement, très oppressante. Et du coup, si vous êtes fan de jeux d'action, de survival, plus, où t'as un flingue et tout, tu te bats, vous n'êtes pas dans ce délire-là. Là, c'est vraiment un jeu qui te promet de flipper ta rage, justement, à cause de l'ambiance, comme ça, qui te met hyper mal à l'aise. C'est le genre de jeu, tu ressors, t'as mal au bide. Et vu qu'on est sur fond d'enquête, en plus, avec les différents personnages qu'on incarne, ça va être beaucoup d'exploration pour retrouver des indices, parce que oui, il y a une histoire d'indices aussi. Voilà. Je vous laisserai jouer à la licence, et je vous laisserai surtout jouer à ce jeu-là, si vous l'avez, si vous faites partie des rares personnes à avoir une Wii U, Dans cet opus numéro 5, du coup, on se retrouve sur le mont Ikamiyama, qui est la montagne de la mort au Japon, tout simplement, L'ambiance est déjà super cool, et on va y rencontrer forcément des esprits troublés, tourmentés, et encore, je suis gentil, parce que ça va beaucoup être basé sur des personnages, justement, féminins très jeunes qui se suscitent, tout ça, et bien sûr, du coup, vous l'avez compris, le gros méchant, ce sera la prêtresse des eaux noires, qu'on retrouve dans le sous-titre du jeu. J'ai grandement hâte de le mettre dans la Wii U. Surtout qu'on est sur une édition collector. Qui dit édition collector dit plein de choses en plus dedans. On commence forcément, vous l'avez vu, par un petit fourreau en carton, mais bon, qui fait son effet, qui est en carton dur, ça fait plaisir. On retrouve forcément, le
jeu, hein, c'est la moindre des choses, qui est juste super beau, hein, je trouve. C'est une très très belle jaquette. Les deux personnages féminins comme ça qui sont en symétrie, un peu en mode yin-yang, hein, puisqu'il y en a un en haut, un en bas. Et puis à l'arrière, on retrouve plusieurs personnages féminins qu'on incarnera dans le jeu, plus là l'écrivain qu'on incarnera au départ du jeu. D'ailleurs, j'ai vu ça en me renseignant sur le scénario, et il te montre que le gamepad va être utilisé comme caméra obscura justement. On retrouve aussi forcément le steelbook du jeu, et ça c'est cool, parce que on aime bien les steelbooks, vous le savez, hein, sur la chaîne, et celui-là est juste magnifique. Alors il a un embossage ici, c'est trop cool, le Project Zero est en relief. En plus on a très peu de texte, j'aime beaucoup. On a juste un tout petit copyright en bas, donc ça laisse pas mal de place à l'artwork. Et quand on l'ouvre, du coup, vous voyez, en fait, on a la prêtresse des eaux noires qui justement va continuer ici. C'est son espèce de voile de robe. J'espère que ça rendra bien à la caméra. Et moi, je trouve magnifique en vrai. À l'intérieur, du coup, on a un truc trop cool du jeu, quelqu'un en sang comme ça, avec plein de déchirures sur lui et tout. Et comme d'habitude, le jeu est où? Dans la boîte du jeu. On retrouve un truc qui va faire plaisir à Sansan, l'artbook. Et oui, on aime bien les artbooks et Sansan en particulier. C'est un peu petit, mais en même temps, dans ces éditions collector Wii U qui sont toutes petites, bah on peut pas faire plus grand, hein, malheureusement. Et du coup, dedans, on va retrouver comme d'habitude les artworks autour de la conception et de la réalisation des personnages et décors. En fait, les artworks de base qui sont faits par des artistes leur servent à créer les ambiances pour que les développeurs derrière, bah, surtout les matte painters, les gens qui mettent des textures, aient une base en fait pour travailler et savoir où aller en fait dans la direction artistique tout simplement. Et c'est juste trop cool. On voit les personnages comment ils sont designés, les différents costumes qu'ils peuvent avoir. Ren justement dont je vous parlais juste avant, qui est juste cool. Miyu elle est très mignonne, on dirait un peu une baby metal, elle est trop chou. Et du coup là, bah on a des ambiances de décors qui sont trop cool et c'est très sombre, donc ça donnera pas forcément grand chose à la caméra. Mais en vrai, c'est plein de détails, c'est très cool. On a de l'aquarelle, on a un peu des trucs en mode peinture à l'huile, mais ça doit être de la peinture numérique et c'est très cool. Et ce n'est pas fini, dans ce collector on retrouve une dernière petite pochette, et dans cette pochette on va avoir différents trucs trop cool, à commencer par une enveloppe. Dans cette enveloppe il y a quelque chose heureusement, parce qu'une enveloppe blanche, voilà, un petit cadeau pour envoyer aux impôts et tout, ça peut être cool. Dedans il y a des cartes postales qui sont juste trop belles, hyper glauques en même temps, genre tu les affiches pas chez toi, c'est horrible. On a quelqu'un dans un cercueil, c'est hyper glauque, c'est des photos un peu passées et tout, justement qui sont faites avec la caméra obscura. Je pense que la caméra obscura te donne une espèce d'effet un peu bizarre, en tout cas dans les premiers jeux c'était comme ça. Ah c'est tellement glauque, mais c'est trop cool, on a des cadavres et tout, ça fait un peu penser aux fousses communes pendant la Shoah et tout, c'est vachement gay ce que je dis, j'adore, c'est trop cool. Et on a autre chose dans la pochette et ça c'est cool, un posté, on aime bien les postés. Bon c'est des postés pliés, c'est chiant, mais c'est trop cool parce qu'ils sont trop beaux. On a la couverture du jeu dont je vous parlais, hein, justement les deux personnages en mode yin yang, et à l'arrière du coup on a la prêtresse des eaux noires, je crois, oui c'est ça, mais dans l'autre sens. Oh elle est trop stylée. Et donc vous l'avez compris, c'est un très beau contenu je trouve pour une édition collector pas très chère en soi. Alors je dis pas très cher, alors je vais vous dire un petit peu le prix que je l'ai payé. Je l'ai acheté en cash 60 € en occasion. Alors ça peut vous paraître énorme pour un collector, mais il faut savoir que ce collector justement, et même ce jeu en tant que tel, est vendu une fortune. Il est extrêmement coté. Moi j'aime pas forcément acheter des trucs justement très cotés et tout, même si du coup on est sur le full set Wii U, je suis un peu obligé de l'avoir dans la collection, mais j'aurais pu me contenter du jeu en boîte tout simple. Il faut savoir que le jeu en boîte tout simple vaut déjà le prix du collector en temps normal, 60 € à peu près, si ce n'est pas plus. Donc du coup bah quand je suis tombé sur cette collector en cash, j'ai vu que franchement il le vendait vraiment en dessous de sa cote. Je pense que c'est à peu près son prix neuf à l'époque en 2014 à mon avis. Bah ça vaut vraiment le coup quoi. C'est juste une très belle pièce qui rentre dans la collection. Un jeu extraordinaire pour moi. Les Project Zero ça divise beaucoup. Moi j'aime beaucoup ce genre de délire, j'aime beaucoup les Survival Horror et encore plus quand il n'y a pas beaucoup d'action. Parce que moi les Resident Evil justement c'est un peu moins mon délire. Du coup j'espère que cette vidéo achat, bah comme la dernière, vous a plu et vous donnera envie d'un numéro 3 bah d'ici un mois à peu près on espère, ou un peu plus, on sait pas, on verra, ça sera en fonction des vides-greniers. En tout cas si ça vous a plu, bah vous laissez votre pouce bleu et un commentaire pour nous dire justement on veut un numéro 3. Nous en tout cas comme je vous l'ai dit la dernière fois, on adore faire ce genre de vidéos parce que ça nous permet de vous montrer des jeux qu'on a vraiment eu envie d'acheter, qui sont pas des trouvailles justement aléatoires en vide-grenier, mais bien des choix de passionnés de jeux vidéo, quand il s'agit de jeux vidéo, de films ou autres. Voilà, c'est vraiment des trucs qui nous tiennent à cœur, comme le Tomb Raider de Sansan justement, ou moi mon Project Zero qui est juste voilà un jeu que je voulais depuis très longtemps. Et donc si vous voulez plus de vidéos de trouvailles comme ça, ou bien des vide-greniers comme d'habitude, et ben n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux, que ça nous motive. En tout cas on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ce sera samedi prochain, ou peut-être avant, on ne sait pas, hein, la surprise, vous mettez la cloche et vous saurez, voilà, tout simplement. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, on se dit à très bientôt, War.